chefs traditionnels de résoudre les conflits à l'amiable et partent beaucoup plus loin pour dire que s'ils parviennent à dresser des PV, ces PV-là sont, je pense, exécutoires par la justice ou je ne sais quoi. Il y a une partie comme ça. Donc, si les chefferies traditionnelles, parce qu'ils sont cités parmi les mécanismes, s'ils parviennent à résoudre les conflits et que ces PV, et le Niger a même fait des types de PV qui sont à ces niveaux, et souvent quand ils font la conciliation, ils dressent ces PV, conciliation ou non conciliation, en cas de cas, ça peut être transféré à la justice ou à la gendarmerie. Pardon? En 4 copies. Ok. Mission, déplacement à la frontière. En fait, vous vivez dans votre milieu. C'est vous qui connaissez, parce que nous-mêmes, pour avoir le niveau de sécurité, on se base sur vous qui vivez dans le milieu. C'est vous qui savez quand est-ce qu'on peut se déplacer, quand est-ce qu'on ne peut pas se déplacer. Et comment on peut se déplacer? Est-ce que c'est à moto? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est le matin? Vous le savez. Donc, le moment le plus propice pour se déplacer, pour aller résoudre un conflit ou comment le faire, c'est vous qui le savez. Et le long de la frontière, je sais que ce qu'on a pu faire en 2016, la mission que... Benjamin n'est pas là? La mission que vous avez faite sur toute la frontière malienne, et je ne pense pas que ce soit possible aujourd'hui, mais vous avez pu quand même le faire pour aller rencontrer toutes les communautés et faire passer un message de paix et de cohésion sociale. Les déplacés et réfugiés, comment résoudre leurs conflits à la frontière? Je vais anticiper sur le truc, notre relation avec la HACP dont je n'en avais pas parlé. Chaque fois que nous résolvons des conflits, surtout complexes, on se fait accompagner par la HACP qui nous conseille, qui nous donne tout ce que les lois disent ou ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, même sur les termes, donc par les grands frères, pour que l'on puisse respecter les textes du Niger par rapport à un certain nombre de choses. Si on va mener des activités dans lesquelles il n'y a pas la HACP, on va, surtout la cellule chargée de la gestion des conflits, Madame Diagaya, c'est chargé Diagana, on va régulièrement la rendre compte, discuter avec eux sur ce qu'on fait et comment on le fait, avec qui on le fait. Donc, dans cette collaboration, on a eu à gérer des conflits complexes qui impliquent des réfugiés. Le dernier conflit, c'est le conflit entre les Imagari Tamout réfugiés au Niger et les Daousak qui sont encore au Mali. Donc, c'est bien possible, mais il faut trouver le moment, il faut trouver les outils, il faut trouver les personnes pour pouvoir le faire. Le lien entre les chefs et les relais. En fait, on a cité ces mécanismes-là pour vous montrer que vous faites tous ces mécanismes-là dans la résolution des conflits. Donc, le fait que le chef intervienne ou qu'on amène les gens sur le chef, ça fait partie des mécanismes, ça fait partie de la médiation traditionnelle. La HACP, je considère que c'est une contribution. Et je reviens à la longue intervention de mon grand frère Mohamed Ali. C'est vrai que les gens, leurs frontières, c'est là où ils trouvent à boire et à manger pour leurs animaux. Mais les transhumants savent qu'ils traversent des cultures, ils traversent des communautés, ils traversent beaucoup de choses. Ils le savent mieux que n'importe qui. Parce que c'est des gens qui souvent, ils utilisent des systèmes de tutorat. Souvent, si des transhumants viennent dans une localité, ils ont des gens, des amis quelque part qui constituent leurs tuteurs. Souvent, c'est des gens qui négocient l'accès aux ressources parce que tu n'es pas chez toi, tu veux aller faire boire tes animaux ici, tu négocies l'accès. Ils connaissent beaucoup de choses qu'il faut respecter parce qu'on veut juste faire son séjour et passer. Et la transhumance, je ne suis pas expert, mais les gens se font souvent la confusion entre la transhumance et le nomadisme. La transhumance, c'est une exploitation saisonnière des ressources selon des itinéraires précis.
Donc, le transhumant, il exploite les ressources. Par exemple, je vais dans les bourgoutières entre mai et juin, ou je ne sais pas, entre périodes, et je reviens, par exemple, dans les pâturages des terres exondées. C'est ça le transhumant. Et le nomade, c'est celui-là qui se promène au gré de la disponibilité des ressources. On dit qu'il vit pour, par et avec les animaux. Donc souvent, on prend les nomades comme des transhumants et on prend des transhumants comme des nomades. C'est vrai que les frontières, c'est des trucs artificiels. Mais ici, dans cette zone, la transhumance ou le nomadisme qui s'est fait dans cette zone, ça diffère de la transhumance de celui-là qui quitte le Cameroun pour la Guinée. Celui-là, c'est un nomade. Et il sait qu'il traverse des cultures. Il sait qu'il traverse... Culture, ce n'est pas l'agriculture, mais culture, c'est la culture du milieu. Il sait qu'il traverse des communautés qui ont des cultures différentes. Il sait que c'est le gars qui s'adapte le plus aux réalités du milieu dans lequel il traverse. Dès que tu traverses une culture par rapport à une autre culture, même si tu sais qu'il n'y a pas de frontières, tu sais que quelque chose a changé. Et ils sont toujours prêts à se soumettre à ces cultures-là afin de pouvoir exploiter ce qu'ils ont à exploiter. Je reviens à la boîte à images. En fait, si tu dois former les gens, tu les formes avec les dispositions qui sont en place. Le respect, si on doit les conseiller, on les conseille dans la légalité. Donc on se base sur les textes qui régissent la transhumance, qui régissent le pastoralisme dans les pays pour pouvoir faire les boîtes à images, pour pouvoir faire des messages à faire passer. On est foncièrement légaliste et on les enseigne dans ça. Ça ne les empêche pas de faire leur tradition, ça ne les empêche pas de faire les petits arrangements qu'ils font pour pouvoir traverser, pour pouvoir exploiter les ressources naturelles. On ne nie pas ça, mais nous, si on doit conseiller, si on doit faire des documents, on doit respecter les textes du pays, ou des pays, ou de la région en la matière. Le dernier, c'est Mohamed Nou, qui dit les conflits, est-ce que ce n'est pas lié à la méconnaissance des textes et par les pasteurs, et qu'il fallait plutôt prévenir que gérer. Et chaque conflit a sa propre dynamique, a sa propre raison, a ses propres causes, a ses propres acteurs. Si on prend tous les conflits, on les dit seulement que leur cause, c'est la méconnaissance des textes, on risque de, quelque part, fausser l'analyse. Et c'est pour cela que tu dois, avant d'intervenir dans chaque conflit, chercher à comprendre c'est autour de quoi, par rapport à quoi, ça oppose qui est qui sont les acteurs qui peuvent influencer, positivement ou négativement, quels sont les alliés. Donc chaque conflit a sa propre dynamique. C'est vrai, on a dit, chez moi on dit, vaut mieux éviter la maladie que de se mettre à la soigner. Et la prévention, et les communautés ont pris des dispositions par rapport à la prévention des conflits. Les conventions locales, c'est des dispositions pour prévenir les conflits. C'est des dispositions pour prévenir les conflits. Et souvent, ce n'est pas respecté. Donc quand le conflit intervient, il faut le gérer. Il faut le gérer en tenant compte des mécanismes traditionnels de prévention des gestions de conflits. Si ça ne parvient pas à le faire, il faut suivre le processus pénal. C'est ce que j'avais à répondre aux questions qui ont été posées. Merci. Assalamu alaikum. Je vais essayer d'ajouter quelques petits points par rapport en tout cas aux explications données par notre collègue Moustapha. D'abord, par rapport surtout à l'état d'urgence, nous savons que dans les zones, même s'il y a état d'urgence, nous avons toujours des systèmes